Alors, je vais commencer ma conférence. Tout ça, ça fait partie de l'instant présent, n'est-ce pas? Ça fait partie de... Je me rends compte que finalement, être dans le moment présent, c'est... Tu peux pas passer à côté de la créativité quand tu es dans ton moment présent. C'est un moment qui est vraiment extraordinaire parce qu'il permet plusieurs choses. Le moment présent permet de se rencontrer. Euh, il permet de faire en nous le point. On ne peut pas faire le point du futur. On peut avoir la nostalgie du passé, mais c'est vraiment dans le présent qu'on fait comme une sorte de point intérieur. C'est pas toujours, pour la majorité des gens, euh, un moment qui est idéal. Vous allez me dire pourquoi. Mais c'est parce que le moment présent implique qu'on se rencontre soi-même, et c'est dans le moment présent que l'on peut ressentir si on est bien avec soi-même, ou alors même si on n'est pas bien avec soi-même. Il y a beaucoup de gens qui essaient de fuir le moment présent, qui vont prendre beaucoup de cours, qui vont penser à l'avenir ou qui vont penser au passé, ce que ça a été. Euh, le fait de vivre dans le moment présent implique une rencontre avec soi. Ce n'est pas un étourdissement. C'est très contraire à un étourdissement. C'est se rencontrer, c'est vivre là où on est présentement avec soi, où on est rendu là. Évidemment, c'est ce que je vis quand je me retrouve dans la nature. C'est un moment présent sans la dimension de la pensée, sans la dimension de la réflexion. Je laisse ça à Pierre, qui pense beaucoup, à tout ce qu'il prépare. Euh, le moment présent, c'est un moment de rencontre avec son infini. C'est un moment aussi où on peut avoir une petite lumière au-dessus de la tête qui dit Eureka, je viens de trouver quelque chose que je peux faire, qui va améliorer ma condition de vie. C'est comme si c'était une paix faite par de petits moments de sérénité qui nous permettaient de dire, voilà, j'ai trouvé telle idée, je peux faire ça. Et ensuite, on referme ça, on referme le mental, parce que quand on est dans le moment présent, et que c'est un moment présent qui est savoureux, dans le sens du repos mental, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs sortes de moments présents. Il y a des gens qui sont obligés de vivre le moment présent dans leur vie. Puis ça, c'est pas souhaitable parce qu'ils tombent malades. Puis là, ils se ramassent sur un lit d'hôpital, puis ils sont aux prises avec un mal, des maux. Puis évidemment que les gens qui souffrent vivent le moment présent, mais c'est pas la bonne manière, n'est-ce pas, de retrouver le moment présent. C'est mieux de le retrouver avant. Euh, Parce qu'en fait, quand je parle de moment présent, je parle d'une sérénité qui permet à l'individu de ne pas attendre que la vie soit dramatique et que qu'il y ait, par exemple, un événement fâcheux qui brise la mécanicité dans le mental, qui fait que la personne se retrouve en vivant un événement dramatique à être là dans le moment présent. Je parle d'un moment présent qui permet la sérénité. Et ce moment présent qui permet la sérénité permet, si vous vivez des choses qui sont difficiles, éventuellement dans la vie, d'être capable de, il y a un mot ici au Québec, de dealer avec, de marchander avec, de pouvoir affronter la situation et faire en sorte que on peut arriver à dédramatiser la situation, justement parce qu'on n'a pas l'habitude de s'étourdir. On a l'habitude de se rencontrer. On n'a pas peur de se rencontrer en soi. Donc, c'est une sorte de méditation, le moment présent. C'est l'endroit de la méditation. C'est l'endroit aussi qui va prendre une sorte d'expansion. Parce que quand on est dans le moment présent, on peut dire que c'est comme si on était dans le fond abyssal d'un océan intérieur. Et que le mental agité, c'était la surface de cet océan. Euh, la surface des océans, ça brasse. Lorsqu'il y a une tempête, mais je considère le moment présent comme étant une profondeur océanique de l'être qui, qui n'est pas influencée par la température qu'il y a en surface de l'océan. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas concerné par le fait
il fait beau soleil, c'est toujours une profondeur tranquille, stable. Même s'il y a un tsunami, à une certaine profondeur, vous n'êtes pas concerné par l'affolement du monde. Donc, pour moi, le fait d'entrer dans une profonde sérénité de cet instant présent-là, ça consiste pour moi à la possibilité que les êtres humains possèdent, ou que certains êtres humains possèdent, lorsqu'ils ont effectué un travail sur eux, bien entendu, de créer en eux une centricité, une paix. Et que cette paix, une fois qu'elle est intégrée, une fois qu'elle est centrique, une fois qu'elle est bien installée comme un noyau, calme, elle permet automatiquement de voir les possibilités multiples de l'être, les possibilités multiples aussi du mental, parce que le mental est reposé et n'est pas affecté par les inquiétudes euh, d'une âme qui est trop sensible, d'un esprit qui est trop sensible. Donc, j'associe beaucoup le moment présent à la capacité de retrouver en soi une sérénité. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de gens. Euh, c'est pas donné. C'est-à-dire que je ne crois pas que c'est quelque chose qu'on peut vivre lorsque l'on est très jeune. Je ne crois pas que ça peut se vivre à 20 ans. C'est un peu à 20 ans, on a besoin d'aller dans les discothèques, on a besoin de s'étourdir, on est inquiet par le futur, on est très inquiet. Donc, la jeunesse ne vit pas son moment présent autant qu'on le pense. Les jeunes, quand ils sont avec quelqu'un, ils sont avec d'autres. C'est un peu la caractéristique de la jeunesse. Être ailleurs tout en étant là. Je parle peut-être d'une sérénité que l'on atteint au tournant peut-être de la quarantaine ou de la cinquantaine, qui permet à certains individus de commencer à se tranquilliser et à trouver en eux une paix qui leur permet de transformer le moment présent en possibilité alchimique de créer des événements au-delà du moment présent. Mais pour créer des événements au-delà du moment présent, il faut être dans le présent. Pour opérer la magie, il faut être là. Pour opérer le monde au sens de transformer l'espace et le temps, il faut être maintenant. On ne peut pas transformer demain, n'est-ce pas? Et on ne peut pas non plus transformer un passé. On se transforme dans le moment présent, dans une sérénité, dans un centre d'énergie à gravitation permanente. C'est-à-dire où le moment présent fait en sorte que les événements de la vie gravitent autour de vous. C'est différent de gravité autour des autres. C'est pas la même chose. C'est un peu comme être le soleil de sa vie. C'est briller en soi. Ça n'empêche pas de développer un système solaire, n'est-ce pas? D'avoir des planètes qui vont être autour de vous, qui auront la capacité de recevoir votre lumière. Parce que quand on est dans le moment présent, euh, au sens où je l'entends, à l'intérieur de nous, il y a comme une dimension où on est maître. On est maître de soi. On commence à bien maîtriser sa destinée. Parce qu'en étant dans le moment présent, on ressent le futur. Et s'il y a des choses qui sont peu intéressantes que l'on ressent, on peut le changer, on peut le modifier, on peut amener ça dans une autre dimension. Donc, le moment présent, c'est un moment par lequel la magie peut s'opérer. Le moment présent, c'est un endroit par lequel le calme intérieur se manifeste dans son étendue, dans la capacité de se faire infini.
dans la capacité d'être infini. Donc, le moment présent qui va s'étendre, qui va aller au-delà euh, de l'être, au-delà de l'intensité du vécu, dans le présent, et qui s'étend pour toucher le monde, qui s'étend pour toucher l'univers, qui s'étend pour toucher toute chose. Donc, c'est un là, un maintenant, étendu. Et c'est la base de l'opération aussi de la physique quantique qui permet de modifier euh, certaines structures des particules subquantiques reliées à l'espace et au temps. Vous allez me dire comment, mais c'est parce qu'on est constitué d'énergie. En fait, on n'est pas séparés. Imaginez-vous que vous pouvez installer en vous une sérénité, ce qui n'est pas trop facile parce que on ne vit pas dans une société qui est saine. Nous devons créer ce qui est sain. Ce n'est pas quelque chose qui est apporté par le monde. Rien dans le monde est sain. Il n'y a pas beaucoup de choses. Je pense que vous l'avez constaté. Lorsque vous regardez la télé, lorsque vous allez au cinéma, on parle souvent de dramatique. Moi, j'ai congédié le dramatique. Euh, Évidemment, je vis pour mon être. C'est un petit peu différent que de dire je vis que pour moi. On ne peut pas vivre que pour soi, dans le sens que on devient automatiquement créatif. Un individu qui est en lui-même a la capacité de créer une intériorité que j'appelle en anglais output. C'est un petit peu comme de l'électronique. Une introspection permettant, je vais développer le terme électronique anglais, une introspection permettant l'input, donc un mouvement d'intériorisation. Dans ce mouvement d'intériorisation, il y a un mouvement d'être dans le moment présent. On ne peut pas s'intérioriser ailleurs. Donc, c'est une intériorisation calme, qui se fait sereine au fur et à mesure où on a un système nerveux, où on est capable d'affronter certains événements. Nous n'attendons plus du monde euh, parce que la majorité des gens, ou trop de gens, ne font pas de travail sur eux. Ils courent après leur perte. Ils courent pour rien. Ils viennent d'ailleurs et ils s'en vont nulle part. C'est un peu comme des néants ambulants dans le rien. Vous ferez de la poésie avec ça si vous voulez tantôt, mais c'est comme ça que ça se manifeste puis que ça, ça me, ça devient chez moi une sorte de transcendance de pouvoir offrir le par-l'être. Le par-l'être est comme un feu. C'est une parole qui brûle, qui peut ressembler parfois à une sorte de poésie. C'est un feu qui allume, qui inspire, dans la mesure où vous avez une certaine ouverture, où pour vous, il n'y a pas de crainte. Donc, qui dit le moment présent, dit un endroit où la magie s'opère par une sorte d'intériorisation et ensuite une extériorisation involontaire. L'extériorisation, je dis, est involontaire parce que chez l'individu qui a installé en lui une sérénité et qui vit beaucoup, qui a la chance de vivre beaucoup, le moment présent, parce qu'il s'est arrangé dans sa vie pour y arriver. Là. Il y a des conditions à ça, qui fait que les gens le vivent, puis qui fait qu'il y a des gens qui ne puissent pas le vivre. Il y a des conditions. Les conditions, vous les connaissez à peu près tous. Je ne veux pas m'égarer, mais si tantôt vous voulez me poser la question, pour que je vous donnerai les conditions. Donc, cette intériorité qui va automatiquement vers le monde, touche le monde, change le temps, change l'espace, change les probabilités,
euh, change la vie d'un être humain. Ça dépend toujours de la relation émotive que vous avez avec vous, puis la capacité d'être puissant à être euh, dans le moment présent, calme, j'en reviens encore, dans cet océan profond, tranquille, qui n'appartient pas à la personne, qui n'appartient pas à un climat capricieux, qui n'appartient pas au tsunami, qui n'appartient pas aux vagues gigantesques des océans. Quand on est en profondeur, puis qu'on est un poisson intelligent, lui, il n'est pas concerné en haut par le fait que c'est une tempête. Hein. Il nage. Il est dans son moment présent. Le poisson n'est pas concerné tellement par la tempête. Il le sait peut-être parce qu'il existe à l'intérieur de lui une sensibilité avec sa peau où il peut ressentir qu'il y a une tempête en haut, mais il n'est pas dérangé par cette chose-là. Alors je dirais que être consiste à entrer profondément dans sa sérénité. C'est, c'est la capacité que vous avez de vous donner la paix. À vrai dire, c'est une chose que la majorité des gens n'ont pas le pouvoir de se donner par manque d'attention, par manque de vigilance, par manque d'amour-propre, puis surtout d'attention. Maintenant, tantôt, je parlais des conditions, mais évidemment que je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus parce que les conditions, c'est ce que vit tout le monde. Les gens courent. Les gens courent parce qu'ils sentent qu'ils appartiennent uniquement à un corps et qu'il faut se vêtir, il faut avoir un toit, un travail. Et très peu de gens ont un travail créatif. La majorité des gens subissent un travail, on se comprend. Et puis encore là, j'ai pas de problème avec ça. Mais il faut encore que ce travail soit avec de la créativité. Ou du moins un individu qui travaille dans un milieu où il est respecté, apprécié. Mais c'est très rare qu'un patron, un dirigeant d'entreprise va offrir ça aux gens qui travaillent pour lui. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est l'exploitation. Alors, vous ne pouvez pas vous attendre de la famille, de la sagesse. Vous ne l'aurez pas, à moins d'avoir eu un père ou une mère extrêmement intelligente. Ça n'existe pas, ça ne vient pas de la famille. On ne peut pas se donner cette intelligence-là, on ne peut pas se donner cette seconde naissance-là. C'est quelque chose qui nous appartient parce qu'on a pris le temps de se le donner, de se l'offrir. C'est s'arracher à l'inessentiel du monde pour vivre de son essence. Puis dans le mot essence, ben, il y a le mot naissance. C'est renaître. C'est vivre au monde, c'est venir au monde une seconde fois pour vivre vraiment ce que l'on est en tant qu'infini. Alors, le moment présent, c'est pas simplement admirer des petits animaux, c'est beaucoup plus puissant que ça. Euh, Lorsque je veux résoudre des problèmes, je m'en vais dans la nature. Pourquoi? Parce que c'est là que ça se résout. Quand je rentre chez moi, c'est réglé. Il y a des gens, par exemple, des amis qui vont me parler de certains problèmes. Dans la nature, ben, tu peux utiliser ton output, mais ce n'est pas un output volontaire. C'est un output de tranquillité, de sérénité. C'est comme si tu chargeais ta batterie. Là, il arrive un moment donné où tu es plein à craquer à l'intérieur de cette énergie qui est presque enivrante. Alors à ce moment-là, tu rentres chez toi, la personne te téléphone, elle te dit, tu sais, c'est réglé. Parfait. C'est le niveau vibratoire de l'individu puis de sa tranquillité qui est le plus sacré chez un être humain. Je ne fais pas de compromis avec le niveau vibratoire. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de sacrifice. Je n'en fais pas.
Le niveau vibratoire, c'est une autorisation que je me donne pour atteindre des sommets dans ma sérénité. Pour pas dire dans un monde qui est nettement déséquilibré. Je remarque souvent que quand je vois sur YouTube, il y a des gens qui font des vidéos, puis je remarque souvent, il y a des gens qui font des commentaires, mais en ce qui nous concerne, ça va très bien, il n'y a pas de problème. Mais je regarde des gens qui font de très belles vidéos, puis les gens ne sont pas capables d'arriver à développer un esprit critique intelligent. Trop de monde disent des choses qui ne sont pas importantes. Ils sont pas capables d'exprimer des choses qui sont importantes. Ils expriment des choses avec une émotion, d'une affection qui a des lacunes. Alors, il faut être capable d'arriver à un moment donné d'avoir une pensée qui est très claire, de s'exprimer avec clarté, avec intelligence, et d'être capable d'arriver et d'amener dans le monde euh, une révolution de la pensée. Être, c'est être autre chose qu'une chose. Être, c'est se déchosifier. Le mot chosiste vient de la philosophie. Ça vient d'être dans le monde un appareil, un accessoire, une chose parmi tant d'autres. Quand on passe à l'être, on n'est pas une chose. On cesse d'être une chose, puis on devient tranquillement divin, lumineux, absolu, clair, et je le redis encore, absolu, cristallin. Puis avec une relation comme celle-ci que vous pouvez établir avec vous-même, vous avez le pouvoir de tout changer. C'est ce que les curés appelaient autrefois la bénédiction. La bénédiction, c'est une opération par laquelle l'esprit, ou ce qui vous anime intérieurement, touche le monde, l'espace, le temps. Et c'est ce que certaines personnes ont appelé également le miracle. Donc le miracle, c'est foncer dans son absolu. C'est éclater dans le sens de prendre de l'expansion vers l'infini. Ce n'est pas éclater dans le sens d'être disparate. Il y a du monde qui éclate, mais évidemment, il n'éclate pas de la bonne manière. Il éclate avec une crise. Ce n'est pas de ce genre d'éclatement-là que je parle, parce que tôt ou tard, si vous vous retenez, vous allez éclater, puis ça va être une crise. Je parle d'un éclatement dans le genre d'une explosion de créativité qui, une fois qu'elle a touché le temps, une fois qu'elle a touché le monde, ça permet à un individu de passer à un autre niveau de sa conscience, d'expérimenter sa conscience, et en changeant le regard qu'il a sur lui-même, il a la possibilité de changer le monde par son regard. Donc, c'est une action miraculeuse parce que c'est une action de dématérialisation et de rematérialisation. C'est comme ça qu'on agit dans l'espace et dans le temps. Ça, c'est des bases, c'est des rudiments de la magie, c'est même des rudiments de la sorcellerie. Dans la prière, il y a quand même un rituel magique. C'est être là, hein. C'est être opérationnel. Mais pour être opérationnel, il faut être dans le moment présent. Ce ne sont pas des choses qui sont assujetties à des conditions de temporalité. Ce ne sont pas des choses qui sont occasionnées par des conditions d'espace. Vous devenez tout l'espace et toute la temporalité utile à votre être. Autrement dit, être, c'est créer son propre espace. Être dans le moment présent, c'est créer son propre temps.
Et on va créer juste assez de temps, juste assez d'espace pour prendre une expansion dans le sens d'une créativité ou le regard sur le monde le modifiant par le principe de la synchronicité, le changeant, le transformant, le modifiant. Et évidemment que cette pensée vient de Carl Gustav Jung. Donc, c'était connu quand même dans les années 1920-1930. C'est ce qui a fait aussi, ça crée un certain conflit entre Carl Gustav Jung et Freud, parce que Freud voyait d'un très mauvais œil la parapsychologie, parce que, étant juif, euh, il était gêné par sa religion, dans le sens qu'il était confronté à la science qui naissait à ce moment-là, au début du 20e siècle, et qui est extrêmement puissante. Et il ne voulait pas retomber dans des principes religieux, Freud. Et c'est pour ça qu'il a semencé Carl Gustav Jung de ne pas s'attirer la foudre de ses confrères universitaires en parlant de parapsychologie. Parce que l'homme peut, peut pas se priver de deux choses. L'être humain ne peut pas se priver longtemps d'air sans mourir, et il ne peut pas non plus se priver de métaphysique sans mourir non plus. La métaphysique, c'est l'expérience. La métaphysique, c'est le sang qui coule dans les veines. La métaphysique, c'est la vie. Euh, Sauf que, pour moi, la métaphysique ne doit pas devenir une religion, ne doit pas devenir la magie, ne doit pas devenir un tabou. Vous comprendrez que dans peut-être le prochain siècle, peut-être même les 20 prochaines années, l'humanité va faire de très grands progrès concernant ce domaine-là. C'est une probabilité. Euh, Parce que si nous n'allons pas vers un monde où l'homme accède à une compréhension totale de sa réalité, il va peut-être s'autodétruire. Mais vous n'êtes pas concerné par la destruction du monde ou l'effondrement du monde quand vous êtes, j'en reviens encore, dans un océan abyssal de tranquillité. Je vais vous donner un exemple. Admettons que vous, ça c'est juste des, admettons, ou pour faire de la voyance. Admettons que la monnaie tombe et que vous êtes obligé de vendre votre maison, puis que vous vous achetez un autre petit endroit, mais vous n'allez pas trouver n'importe quel endroit. Vous achetez un autre endroit, une plus petite maison peut-être. Mais voilà que vous allez vous trouver mieux dans ce petit logement. Il va y avoir moins de travaux à faire autour de la maison. Avant, ce qui prenait votre temps n'en prendra plus. Donc, on pourrait dire ceci, dans l'inconscience du monde, lorsque le monde change, il change pour aller plus mal. Le monde ne va pas en s'améliorant au niveau de l'inconscience. Le monde s'effondre à tous les jours un peu plus. C'est seulement les gens qui font un travail sur eux, qui sont les grands gagnants. Eux, on peut dire qu'ils gagnent à la loterie. Parce que quand tu te sens bien dans un monde de fous, premièrement, ça te rassure. Tu te dis, t'es pas trop fou, ça va bien, là. Je peux pas être plus fou de ce que c'est que je vois dehors. Donc ça, c'est déjà rassurant euh, de, de vivre cette chose-là. Un fou, c'est celui qui a tout perdu, sauf la faculté de raisonner. Il raisonne encore. Il y a encore un mental. Il est encore inquiet dans le mental. Et ce qui se produit à ce moment-là, c'est qu'on appelle ça maladie mentale. C'est pas pour rien. C'est parce que un fou, c'est quelqu'un qui ne peut pas se laisser aller. Et encore moins être. C'est quelqu'un
qui veut garder le contrôle du réel. Mais il n'y a pas, mes chers amis, de contrôle du réel, si ce n'est que de se contrôler, au sens d'être dans le moment présent. C'est ce que je veux dire par contrôle. D'être dans le moment présent, parce que l'être dans le moment présent permet un contrôle des événements par la synchronicité de l'espace et du temps. Évidemment, imaginez-vous une telle liberté. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un immense pouvoir. Premièrement, vous êtes avec vous. Vous n'appartenez pas au monde. Admettons que vous décidez d'aller aux Indes. C'est un exemple que je vous donne. Il y a 300 000 religions aux Indes. Bien que les hindous soient des êtres charmants, imaginez-vous, vous regardez des gens dans la rue. Premièrement, vous allez voir des vaches se promener, qui sont des vaches sacrées. Vous allez voir des gens habillés d'une manière étrange, qui appartiennent à des castes d'hindous, des religions. Vous allez voir des sadhus. Ce sont des gens qui se promènent tout nus. Vous allez voir des gens qui vont boire du lait accompagné de rats, puis de crottes de rats flottantes. J'ai vu ça dans un documentaire. Parce que les rats ont forme de croyance. Toi, tu regardes ça. Penses-tu que dans ton être, dans ta sérénité, que tu vas aller boire du lait avec des petites crottes qui flottent? Penses-tu que tu vas te promener avec un turban autour de la tête? Pas plus que tu vas devenir curé. Tu es libre. C'est ce que j'appelle être libre des formes du monde. C'est-à-dire qu'être dans le moment présent, c'est sortir du Las Vegas, de la connerie humaine. Tu ne peux pas entrer dans un endroit puis jouer à la roulette ou ce que j'appelle en anglais le slot machine pour la simple raison que tu as gagné le jackpot. Tu es le jackpot, tu es le gros lot, tu es bien. T'es bien pour rien. Évidemment, il ne faut pas le dire au monde parce que ça énerve beaucoup, ça. Je suis bien, puis tu as un beau sourire. Puis si quelqu'un dit vous avez passé une bonne semaine, ils vont se demander si vous avez une nuit sexuelle mouvementée ou si vous avez gagné à la loterie. Vous allez dire non. Je ris parce que je me sens bien, puis je ris pour rien. Je souris pour rien. Je me sens bien. Ça m'est arrivé dans le Vieux-Montréal une quarantaine d'années. Puis une voiture qui s'est arrêtée. Puis le type à l'intérieur m'a demandé écoute, man, est-ce que tu as du pot? Parce qu'il a l'air d'être bon, ton pot. Et puis j'ai dit non, j'ai pas de pot. Ben c'est ça, il dit garde-les pour toi. Euh, Inutile de vous dire que à ce moment-là, j'avais cette capacité déjà de vivre mon moment présent avec joie. Puis moi, j'étais là avec un long manteau en jeans, souriant, bien. Il devait être environ 1 heure du matin. J'attendais à ce moment-là l'autobus où j'allais prendre un taxi, je m'en souviens plus. J'étais bien et j'ai toujours eu avec moi un rapport unique qui n'appartient pas en général au monde. J'aime la vie et c'est parce que j'aime la vie que je vis intensément dans le moment présent. Alors, c'est sûr que les gens vous regardent et les gens, vous allez peut-être, dans leur inconscience, les agacer parce qu'ils vont dire, mais quand est-ce qu'il va arracher cette espèce de sourire de la figure? Euh, les gens ragent parce que vous les écœurez avec votre bonheur, avec votre sérénité, parce que vous vivez dans le moment présent. Puis, écoutez, c'est maintenant que ça se passe. Ça ne peut pas se passer demain. Ça ne peut pas se passer hier. Ça se passe maintenant. Maintenant, il peut y avoir une lune avec un très léger nuage qui passe devant. Il peut y avoir une légère neige ou une pluie
Et vous trouvez ça beau. Parce que quand on est dans le moment présent, les choses sont très belles. C'est simple. Et parce que vous êtes énergisé, les gens viennent vous parler. Les gens, comme ça m'est arrivé encore cet après-midi, les gens me disent bonjour avec un beau sourire. C'est normal parce qu'ils ressentent votre vibration par votre démarche corporelle, par la télépathie, par la chose que vous dégagez au niveau énergétique. On est en communion continuelle avec le monde et c'est ça qui fait que je vis dans un monde et que nous vivons aussi dans un monde qui est extraordinaire. Évidemment, c'est une expérience de vie que vous devez expérimenter ou que vous avez expérimenté. Mais si vous êtes sur cette voie-là, je peux vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Il y a au moins une cinquantaine de philosophes qui en ont parlé. Euh, il y a des gens qui ont beaucoup étudié cette chose-là. Ça peut être Nisargadatta, hein? Euh, ça peut être Gurdjieff. Schopenhauer était un philosophe dramatique, mais très intéressant, euh, parce qu'il comprenait la phénoménologie du monde, l'immatérialité du monde. Donc, Arthur Schopenhauer, un grand bonhomme, mais je ne vous conseille pas de le lire parce qu'il est extrêmement difficile à comprendre. Évidemment, Nietzsche, Hegel, sont tous des gens qui ont expérimenté ce que je suis en train de vous dire. Et probablement de grands écrivains comme Oscar Wilde, James Joyce. James Joyce est probablement le plus grand. Donc, un écrivain irlandais qui avait la capacité de transformer d'une manière alchimique les événements, l'espace, le temps, de le transcender. Mircea Iliade, qu'il faut être capable de comprendre des individus qui foncent dans l'infini, qui transforment le moment présent, qui ne sont pas des romans, là. C'est pas des romans à la Stephen King, là. C'est des vrais penseurs, c'est des vrais philosophes. Ce sont des gens qui ont expérimenté, qui ont réfléchi sur le monde, qui ont pensé le monde, qui ont pensé la pensée et qui l'ont rendu à sa juste valeur métaphysique. Alors, évidemment, quand il est apparu dernièrement dans nos cieux d'étranges phénomènes, d'étranges signes du nouveau temps qu'on appelle des ovnis, on se calme en se disant, oui, ce sont de belles apparitions phénoménales de notre monde moderne, mais que nous apportent-ils? C'est un peu comme la Sainte Vierge d'autrefois. Je suis obligé de constater qu'après 50 ans, rien du tout. Donc, ce sont des fantasmes, un peu comme des gens ont des maisons avec des vibrations. Nous vivons dans un monde avec des vibrations. Il faut passer du fantasme au réel. Ce que j'entends de passer du fantasme au réel, j'entends, par exemple, des petits personnages qui sortent de leur soucoupe volante et qui vous invitent tendrement à visiter l'appareil et aussi de faire un voyage avec eux, qui vous parlent de philosophie intéressante, qui vous parlent de leur expérience, de vous, qui comprennent le français, qui comprennent l'anglais, puissent comprendre l'allemand, et que vous pouvez avoir un échange intéressant. Si vous ne vivez pas à cette hauteur vertigineuse, il y a un manque dans votre vie. S'il y a des entités qui apparaissent dans vos rêves, vous devez être capable de communiquer avec eux. Qui êtes-vous? Si ce sont des gens décédés, c'est bien, mais qu'avez-vous à m'apporter? Qu'est-ce qu'on a à échanger ensemble? Alors, nous ne dormons pas la nuit pour subir des influences qui ne doivent pas être autre chose que l'extension de notre propre infini.
de notre liberté. Donc, il faut comprendre que dans le visible, il y a énormément de place pour de l'invisible, même au niveau de la physique. On ne voit pas les rayons gamma, ils sont là. On ne voit pas les rayons X, ben ils sont là. On ne voit pas les rayons infrarouges, ben ils sont là. Lorsque vous changez avec la télécommande de votre téléviseur, il y a des lumières au bout de votre télécommande, dans le petit carré rouge. Vous ne les voyez pas. Ben, ils sont là. Puis si vous voulez les voir, ben, vous prenez une caméscope ou une caméra, puis vous les regardez. Au moment où vous appuyez sur le bouton, vous allez les voir s'allumer avec une certaine fréquence. Mais à l'œil nu, ça ne se voit pas de l'infrarouge. Les ondes radio, on ne peut pas les voir non plus. Mais c'est une sorte de lumière que l'on peut entendre. C'est une fréquence. Donc, nous vivons dans un monde de fréquences énergétiques. Et être en symbiose avec soi, être en synchronicité avec soi, être en synchronicité avec le monde dans le moment présent, consiste à influencer l'invisibilité du monde, c'est-à-dire le monde, mais celui-là même qui ne semble pas être accessible, celui-là même qui ne semble pas être compris par beaucoup de scientifiques, mais qui pourtant existe et qui souvent va venir dérouter les scientifiques. Je parle de la problème de la mesure dans la physique quantique, où les atomes ne se comportent pas de la même manière lorsqu'ils sont observés, mesurés, que lorsqu'ils ne sont pas observés ou mesurés. Je parle de la non-localisation atomique, qui est un autre problème gigantesque. Un atome est situé à 16 km dans certains réacteurs. Et lorsqu'on commence à bouger l'atome d'un côté à 16 km, l'atome tourne. Ces atomes sont à dans deux endroits en même temps. Fait que là, on se casse la tête. On se dit, c'est-tu parce qu'ils occupent un espace-temps différent? Voyez-vous, on est rendu là au niveau de la physique quantique. Bien, on est là aussi au niveau de la synchronicité. On est là au niveau de ce qu'on appelle la magie. Ces choses-là s'expliquent. Ils peuvent peut-être arriver à s'expliquer par la physique quantique, mais il en demeure pour moi que c'est là et que c'est réel. Peut-être allons-nous découvrir le fonctionnement d'une vie si extraordinaire dans 100 ans, mais on n'a pas le temps d'attendre 100 ans. C'est pas intéressant, mais ça peut se vivre maintenant. Parce que dans 100 ans, au cas où vous ne le seriez pas, c'est encore maintenant. Beaucoup de gens me disent, je suis allé en Europe et je suis entré dans une maison qui avait 500 ans. Qu'est-ce que c'est que 500 ans? C'est un adjectif. Ça n'existe pas. En fait, lorsqu'une personne entre dans une maison en France, on va dire un château, une résidence, il entre maintenant. Mais il est obligé de s'attribuer de l'idée, donc un adjectif, que cette maison a 500 ans. C'est un adjectif, ça. Mais c'est un attribut que l'on se donne pour avoir une idée de la temporalité. Mais en fait, au niveau de la réalité, le cerveau ne voit pas les choses de la même manière, ni l'être non plus. Il entre maintenant. Et il ne fait pas attention aux attributs et aux adjectifs. Alors, si vous êtes capable, à partir du moment présent, de dire je viens au monde maintenant, qu'est-ce que vous faites par cette opération? Vous éliminez le passé. Ça veut dire, si on élimine le passé, qu'est-ce qui se produit? Vous naissez maintenant. Le passé, c'est une idée. C'est la souvenance. Ça n'existe plus. Il n'y a plus aucun passé. Si bien
que si vous voulez vivre ou vous souvenir de votre passé, vous êtes obligé d'hypothéquer le moment présent. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'utiliser le moment présent pour vous souvenir de ce que la chose a été, mais qui n'est plus. Donc, sans moment présent, il n'y a pas de passé. Il faut comprendre que c'est la même chose avec le futur. Il n'est pas. Il est potentiel, c'est-à-dire qu'il est multiple. Il peut y avoir de multiples Normand Pinard dans de multiples futurs. Et on peut même rêver la nuit de multiples personnages accompagnant chacun des multiples futurs possibles. La question est la suivante. Quel futur voulez-vous choisir? Qui êtes-vous maintenant? Quel est votre choix? Que désirez-vous accomplir? Qu'est-ce que le faire? Que désirez-vous faire? Voilà l'équation de la créativité dans ce moment présent, dans cette concentration au niveau d'une sérénité claire qui permet de vous introduire et de vous projeter sans le vouloir, parce qu'il n'est pas nécessaire, de vous projeter un futur idéal. Vous comprendrez que je n'ai jamais cherché personne dans ma vie. Vous savez, j'ai compris depuis très longtemps que le monde est phénoménal, c'est-à-dire qu'il est une apparition. Le monde apparaît. Ça dépend de l'équation de ce que vous établissez avec vous-même. Le monde est une apparition. C'est la même chose lorsque vous rencontrez quelqu'un dans votre vie. On ne rencontre pas vraiment quelqu'un. Il apparaît. Et il apparaît toujours à la hauteur de votre esprit. L'apparition est donc une synchronicité. Et c'est la raison pour laquelle l'autre est un professeur. Et vous, un professeur pour l'autre. Évidemment, au début, on pense que c'est une personne. Et on rencontre un ego, on rencontre un caractère. Mais entrons plus profondément dans le côté abyssal de l'océan. Dans cette tranquillité, il n'y a pas d'autre, il y a des autres, des invités. Il n'y a pas de personnalité. Persona en latin veut dire masque. Il n'y a plus de masque. Il y a de la tranquillité. Je dirais ceci, dans cette tranquillité, le monde est là pour vous accomplir, vous appuyer. C'est ce que j'appelle le vrai couple. Pareil avec les amis. C'est la raison pour laquelle vous devez les choisir en fonction de votre belle tranquillité d'esprit, plus encore que la sensibilité. La sensibilité est à l'âme ce que l'être est à l'esprit. Quand je parle d'esprit, je parle de lumière, je parle de créativité, je parle de la possibilité de faire passer le néant au visible, l'impossible au possible. Voilà l'être. Il apparaît. Évidemment que si vous allez dans le monde avec cette équation, avec ce vécu, vous allez trouver très étrange les gens qui croient à toutes sortes de religions, qui vont prier plusieurs fois par jour en espérant améliorer leurs conditions de vie. Vous comprenez, vous appartenez pas à ce genre de croyance, vous n'appartenez pas à ça. Vous vous appartenez.
Et lorsque vous entrez en vous, c'est comme si vous entriez à l'intérieur de votre Église. C'est quelque chose d'extrêmement différent comme expérience que d'entrer à l'Église pour voir autre chose. C'est le transcendant, transcender, euh, ou l'être comme luminosité, comme cristal, comme savoir, au-delà même de connaître. Parce que connaître, c'est une théorie. Savoir est un absolu. Vous vous reconnaissez en vous-même, vous vous savez, vous possédez en vous une certitude, un accomplissement, euh, une certitude absolue. C'est ce que j'appelle la sérénité, que vous pouvez vivre lorsque vous êtes dans des endroits qui ne sont pas agités, lorsque vous êtes avec des êtres humains qui ne sont pas tourmentés. C'est Arthur Schopenhauer qui disait ceci, le monde est divisé en deux. Il y a les diables tourmentés et les diables tourmenteurs. Évidemment, quand vous êtes au-dessus d'un labyrinthe, vous ne vous demandez pas à quel groupe vous appartenez. Êtes-vous tourmenté ou tourmenteur? Même tourmenteur, c'est fatigant. Euh, les gens se sentent dans un labyrinthe très souvent, puis ils essaient de se libérer de ce labyrinthe-là. Puis un moyen de le faire, sans avoir à courir des milliers de kilomètres en attendant de mourir, comme dans le film de Jack Nicholson, Shining, vous pouvez vous libérer d'un labyrinthe que dans la mesure où vous vous libérez de vous-même par le haut, c'est-à-dire en ayant une vision plus vaste que celle qui est attribuée au mental agité, au mental inquiet, qui a toujours peur du lendemain, qui a toujours peur de la manière que ça va se transformer. Est-ce que ça va aller bien? Est-ce que ça va aller mal? Est-ce que ça va aller comment? Est-ce que je vais être encore en santé? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et finalement, ça, c'est la perte de sérénité. Euh, Dans ce sens, je dirais que les animaux ont une plus grande facilité à vivre le moment présent. Mais quand même, il y a ceci d'important. Le moment présent utilise le temps. La constance utilise le temps du moment présent. L'être humain a cette possibilité d'utiliser le temps du moment présent parce qu'il en a besoin pour se projeter avec des projets. Et des projets se construisent avec la créativité. Donc, l'élément futur est un attribut dans l'expansion de l'être. Lorsqu'un individu prend son expansion dans sa créativité, il utilise la fonction du temps au lieu d'être utilisé par le temps, qui use le fini et qui accomplit l'infini. Il utilise le temps pour prendre son expansion et se projeter dans le futur. L'animal ne peut pas le faire. Se projeter dans le futur, je vais le dire d'une manière plus simple, c'est prendre toute sa place dans le moment présent. Et en prenant toute sa place dans le moment présent, vous avez la capacité de vous étendre et de toucher le monde, de le reformuler, changer, modifier, sans même le vouloir, parce que le vouloir est de trop. Chez un véritable magicien, ce n'est pas nécessaire. Vouloir, c'est s'énerver beaucoup. On a beaucoup plus de chances d'atteindre la sérénité quand on ne veut rien. Il faut nuancer ce que je suis en train de dire là. C'est très ajusté et ça doit être très nuancé. Ça ne veut pas dire d'être... Je vais vous donner un exemple quand je dis se laisser être. Se laisser être, ça ne veut pas dire que vous allez dans un banc, dans un parc, et puis que vous buvez 5-6 bières. Ça, c'est se laisser aller. C'est pas la même chose. Se laisser aller, c'est l'épuisement de l'âme.
Se laisser être, c'est la force de l'esprit. C'est la force de la créativité. Ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui confondent, bon, ben moi, là, je travaille plus, je ne fais plus rien, je vais vivre mon moment présent, je regrette, là. C'est pas ça que je veux dire. Il faut être pour être dans le moment présent. Il faut s'aimer soi-même pour vivre et comprendre ce que je dis dans le moment présent. Parce que sinon, les gens vont aller se mettre sur l'aide sociale en disant ben c'est ça que j'ai entendu, je vais être dans mon moment présent. Non, on ne peut pas être dans le moment présent sans être un créateur. Il faut être productif. C'est pas travailler, ça, c'est être productif. Ce n'est pas la même chose. Il y a des nuances extraordinaires. La productivité, c'est pas se tuer en travaillant comme esclave, là. La productivité, je l'entends par un mouvement de la créativité qui prend son expansion dans l'infini et de l'infini de l'être, qui n'est pas une implosion, qui est occasionnée chez des gens qui ne s'aiment pas et qu'au lieu de prendre de l'expansion au niveau éthérique, vont s'écraser en eux-mêmes, ils vont sécher, vont tomber malades, puis vont attraper d'étranges maladies qui vont venir les achever en fonction de ce qu'ils sont. Maintenant, dans la vie, il n'arrive pas ce qu'on veut, il arrive ce que l'on est. Puis ça, je tiens à le redire encore une fois, il arrive la somme totale de l'inconscient, du subconscient et de la conscience. Puis ça doit être travaillé. L'inconscient doit passer à la conscience. Donc, il ne faut pas se presser. Le subconscient, surtout, doit être détruit. C'est-à-dire que, imaginez-vous que vous allez assister à un type qui va vous hypnotiser ou qui désirerait vous hypnotiser et qui vous fait monter comme ça sur scène et qui vous dit maintenant que vous êtes un petit animal à quatre pattes, hein, puis vous vous transformez en chien et vous commencez à aboyer. Comprenez-vous que ça se fait avec des gens pas là. Mais je pense que ça va être très dur pour un hypnotiseur de m'hypnotiser. Parce que j'occupe la place de mon subconscient. Je suis là. Et je peux vous dire que ça va être très difficile, voire même impossible, pour quelqu'un de tenter de me transformer en chose que je ne suis pas. Parce que je suis. C'est une communication. C'est intéressant. Alors, c'est intéressant. Je suis même la chose que je ne suis pas. Je l'occupe. J'occupe cette place-là. J'occupe tout. Vous devez comprendre toutes les nuances. Parce que l'être, l'expérience, la connaissance, l'expérience sont des choses extrêmement subtiles. Et c'est pour ça que expérimenter une chose, c'est quelque chose qui est quand même très différent que de l'apprendre par un livre ou d'avoir une connaissance théorique des choses. Le monde a toujours voulu bien faire. Hitler aussi. Tous les gens veulent bien faire, mais font le pire. Parce que tant qu'on n'a pas d'être, on est une larve rampante à la recherche d'un cocon en attendant de se transformer en papillon. Il faut comprendre ces choses-là. Évidemment, un individu comme moi, il faut aussi le regarder à un niveau, là. Non, je ne méprise pas le monde. Je sais là où les gens sont rendus. Sinon, je ne pourrais pas aider les gens en consultation privée, hein. On se comprend. Les gens sont rendus à un certain niveau. Mais souvent, ils ont des blocages. Ils ont des blocages émotifs. Ils ont des blocages qui viennent de l'âme. Ils ont des blocages qui viennent de la mémoire résiduelle. La mémoire résiduelle, c'est la mémoire que l'on a subie lorsqu'on était jeune, enfant. C'est une mémoire qui nous traumatise. Quelqu'un qui va à la guerre, un vétéran, et qui revient complètement foqué, comme on dit au Québec, je pense, je ne sais pas si le terme existe en Europe, qui revient complètement traumatisé, c'est de la mémoire résiduelle.
Puis à un moment donné, il va commencer à avoir les flashs des bombes qui tombent dans sa chambre, va se réveiller en sueur, a besoin de médicaments. C'est ça la mémoire résiduelle. On est soumis euh, à la mémoire résiduelle parce qu'on pense qu'il y a en nous du passé. Vous allez me dire, mais comment fait-on pour effacer ces enregistrements-là? Il y a des méthodes que les psychologues ont trouvées au cours des années 70 qui relevaient des études allemandes du behaviorisme, de la gestalt-thérapie, qui était l'immersion. Et l'immersion, si quelqu'un avait peur de l'ascenseur, on lui faisait prendre l'ascenseur. On faisait un étage. Ensuite, on disait à la personne, maintenant tu vas faire 2 étages. La personne dans l'ascenseur, inutile de vous dire que c'était la folie. Hein? Je parle d'une personne vraiment pas capable de prendre l'ascenseur, parce qu'elle a développé en elle une sorte d'attribut de la mémoire résiduelle dû à un choc traumatique qui s'est produit dans l'enfance. Ça peut être un accouchement difficile. Mais c'est resté enregistré. C'est ce que j'appelle mémoire résiduelle. Donc, être dans le moment présent, c'est pas si facile que ça. Il faut comprendre que je suis tout à fait conscient que je vis dans une humanité très souffrante et que les gens souffrent beaucoup. Et ça ne fait pas de moi un monstre. Il faut comprendre là, que je regarde le monde et je me dis, OK, on est rendu là. Qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que les gens puissent aller plus loin? Mais quand je fais les émissions avec Pierre, euh, on y va, hein? C'est lancé. Et je pense pas tellement à ce que je vais dire, parce que c'est un état d'exaltation qui est un état secondaire de la conscience. C'est un mouvement de créativité extraordinaire qui fait que les gens vont comprendre, parce que je m'adresse à leur être, je m'adresse à quelque chose de fort en eux, qui n'appartient pas à la mémoire résiduelle. Donc, à partir du moment où un individu n'appartient plus à la mémoire, il n'appartient plus à son passé. Il doit éliminer son passé. Peut-être que certains hypnotiseurs peuvent aider. J'ai rien contre la science. Il y a des scientifiques qui sont formidables, mais je ne crois pas que les médicaments sont peut-être pas toujours recommandés. Certains médicaments, peut-être qu'on aura de meilleurs médicaments dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Je ne dis pas aux gens d'arrêter de prendre les médicaments ou que je suis contre les médicaments. Je dis simplement, il y a peut-être des approches qui vont se développer pour quitter la mémoire résiduelle ou la mémoire traumatique qui ne transforment pas le monde en zombie, qui vont être des sortes de thérapies psychiques très différentes de celles que l'on connaît présentement comme approche et qui pourront permettre à un individu de se libérer de ses traumatismes parce que ça peut gâcher complètement la vie d'un être humain. Donc, en ayant le pouvoir d'être dans le moment présent, ça élimine la mémoire résiduelle. Être dans le moment présent, c'est plonger vers une temporalité de la projection du futur. On est maintenant projeté vers le futur, mais il n'y a pratiquement plus de passé. L'âme est libre. Elle est transformée en esprit. L'âme appartient à l'humanité. On pourrait dire que les animaux ont de l'âme, donc une mémoire collective. On peut dire d'un être humain qu'il a une âme, c'est-à-dire une mémoire un peu plus personnelle. C'est ce que j'appelle la métempsychose et que d'autres ont appelé la métempsychose, qui se réincarne avec de la mémoire. Certains reviennent sur Terre, d'autres vont ailleurs. Ça fait ce qu'on appelle des extraterrestres ou des êtres extradimensionnels. Je ne crois pas à la finalisation de l'être humain. Je crois qu'il est une structure qui est en évolution constante et qui devra cesser d'utiliser le système d'évolution pour être dans le moment présent. Tout
C'est comme ça que l'évolution est possible dans la mesure où l'imperfection est installée. Il n'y a plus d'évolution à un moment donné parce que la perfection est arrivée. Puis cette perfection-là n'a pas de raison. Elle est une manifestation du moment présent qui ne peut pas se réfléchir, qui ne peut pas se penser, qui peut peut-être s'interroger, mais si peu. La majorité des gens que j'ai connus qui étaient des philosophes avaient toujours à côté d'eux une bouteille d'aspirine. Puis les nouveaux ont des Tylenol. Et puis d'autres, ben, peut-être un peu plus loin des antidépresseurs. Euh, on ne peut pas s'interroger longtemps sans devenir fou, pour la simple raison que l'infini est trop vaste pour être synthétisé à l'intérieur de la pensée humaine. Nous vivons dans un univers beaucoup trop vaste pour être réfléchi. C'est quelque chose qui nous dépasse en, en tant que personne, en tant que perception. Ça nous dépasse. C'est pour ça que c'est infini. Et ça doit continuer à nous dépasser. Parce qu'en fait, lorsqu'il y a cette absence du tourment de la pensée, il y a une agitation qui cesse. Il y a une sérénité qui se manifeste. Il y a un moment présent qui explose à l'infini. Là, on peut dire que vous êtes dans une sorte de Big Bang intérieur. Sauf que c'est une expansion créative, comme je le disais tantôt, qu'il ne faut pas confondre avec une implosion. Donc, c'est une créativité. J'ai tendance un peu à perdre la notion du temps. Je ne sais pas. Oui, ben c'est ça. Sans lunettes, j'arrive à voir qu'il y a déjà bon, presque une heure de. Écoutez, si vous avez des questions, ce serait peut-être intéressant d'expérimenter. Oui, j'aimerais ça. Ce serait intéressant. Vivre le moment présent à travers des questions. Alors, je ne sais pas si Pierre, tu vas intervenir pour les questions. Mais si vous avez des questions, ça peut être intéressant, même drôlement intéressant, sur des choses qui vous ont semblé, comment je pourrais dire, peut-être plus difficiles à comprendre. C'est évidemment que si vous me laissez parler, moi, je vais perdre la notion du temps, puis on va se ramasser à 2 heures du matin. Puis il y a des gens en Europe qui vont se ramasser à 8 heures du matin. Alors, on va y aller pour les questions. Allez-y. Euh, Moi, je vais en profiter pour prendre un léger liquide bleu qui n'est pas de la kryptonite liquide. Je ne suis pas Superman. Euh, Puis même si je le suis, je ne le dirai pas. Mais ce liquide bleu, c'est du Gatorade. Je le prends, savez-vous pourquoi? Je le prends pour la couleur, parce que je trouve ça beau. Hmm. La mémoire résiduelle, une idée, une piste pour s'en débarrasser. Ben, j'en ai parlé. Euh, un individu qui souffre, lorsqu'il vit son moment présent, souffre moins. Je vais essayer de donner un autre genre d'exemple. Les individus ont tendance à souffrir souvent quand ils se sentent seuls. Puis ce qui revient, c'est la mémoire résiduelle du corps puis de leur situation. J'ai remarqué que ma mère de 92 ans, dernièrement, avait une bronchite et toussait beaucoup. Lorsque des gens la fréquentaient, pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, ma mère cessait de tousser. Et ce n'était pas par timidité. Elle se sentait bien. Elle oubliait ses branches.
Elle s'exprimait, il y avait pas de ciment dans ses bronches. C'était très étrange, hein? Puis dans la soirée, lorsque les gens partaient, vers environ 18 heures, là, vers 7 heures, là, 19 heures, elle commençait à sciller, etc. Alors, ça m'a fait beaucoup réfléchir, cette expérience-là, parce que c'est pas la première fois que je l'observe chez les êtres humains. Ça veut dire ceci, que lorsqu'un être humain est dans le moment présent, son corps vibre à un autre niveau et que la mémoire résiduelle, la mémoire traumatique, celle qui relève du passé, plus je suis dans le moment présent, plus le passé m'oublie. Et plus le passé m'oublie, plus j'en suis libéré. Donc, je nais maintenant, puis la mémoire résiduelle fout le camp. Puis c'est pas tellement loin de l'approche thérapeutique de certains psychologues lorsqu'ils font monter les gens dans l'ascenseur. Les psychologues n'essaient pas toujours de retourner dans le corps de leur mère, de tous leurs patients pour dire tu as subi un accouchement difficile et ça t'a pris 1 heure pour sortir. Vous savez, il y a des psychologues qui font vivre ça à leurs patients. Savez-vous ce que ça fait? Ça crée souvent des gens qui étouffent encore plus. Je ne suis pas sûr de cette technique-là. Mais les gens travaillent sur l'ascenseur. Il y en a d'autres qui travaillent sur leur rêve. Il y en a d'autres qui travaillent dans le réel, ou les ascenseurs. Puis finalement, au bout d'un certain temps, il y a ce qu'on appelle une sorte de désensibilisation de la mémoire résiduelle. Autrement dit, on s'habitue, on crée une nouvelle réalité et cette mémoire résiduelle s'estompe. Donc, sous le poids de vivre dans le moment présent. Alors, je pense que je ne peux pas donner une meilleure explication que celle-là, qui est à la fois expérimentée dans ma réalité en tant qu'être et qui peut être expérimentée, je pense que c'est un exemple que je donne pour les psychologues, pour des gens qui ont développé des thérapies dans ce sens, qu'on a laissé, je pense, les thérapies analytiques, parce qu'elles prennent beaucoup trop de temps et elles coûtent excessivement cher à l'État. On va plutôt vers des thérapies d'immersion. Donc, qui consiste à dire, là maintenant, tu as peur des hauteurs. Là. Bon, ok, très bien. Alors là, tu t'en vas faire un tour d'avion. Là, tu as quelqu'un qui est attaché après toi. Là. Imaginez-vous jouer ce tour-là à quelqu'un qui souffre de vertige. Maintenant, tu plonges en bas de 20 000 pieds. Hein? Ce que tu vois la courbure de la Terre. C'est sûr qu'il est possible que le lendemain, monter 2 étages, ça soit facile. Alors, je dirais que la mémoire résiduelle a tendance à revenir si on cesse de se battre, si on laisse, on peut rouiller facilement. On peut rouiller facilement. Pour être pratique, là, je dirais que quand on n'est pas dans le présent, on a souvent tendance à être envahi par le passé. Donc, la mémoire résiduelle, une fois que tu t'en es débarrassé et que tu as fait un travail sur toi, c'est fini. Mais si tu n'en es pas complètement débarrassé, elle tend à revenir te hanter. Très intéressant, mais je vous remercie beaucoup. Remarquez que les élèves sont toujours à la hauteur du professeur. On ne reconnaît que son semblable. Hein? J'ai des bons élèves. Euh, des thérapies qui invitent un rappel au lieu de l'oubli. Euh, Je ne suis pas psychologue, je ne vais pas m'avancer sur ce terrain-là, mais je pense que c'est peut-être pas toujours une... Il y a un mot en psychologie qui s'appelle une catharsis. C'est quand un patient trouve la cause de son traumatisme. Ça marche. Au bout de 20 ans, ça marche. Ce que je veux dire, c'est que fonctionner avec la mémoire résiduelle, je ne suis pas psychologue, d'accord? Euh, je suis un individu qui habite le moment présent.
Je ne peux pas arriver dans la société puis dire je vais contester ceci ou je vais contester cela. Si quelqu'un va voir un psychologue, je pense que c'est surtout s'il va une fois par semaine, là, ce qu'il a besoin d'aide, ça va lui faire du bien. Il va chercher une certaine sécurité. Mais je suis pas sûr, je suis pas toujours sûr que si les gens retournent dans le passé, que ça ne va pas les mettre dans une sorte d'hypnose. Tu as eu un passé, là, tu as vécu un viol. Je suis pas sûr que c'est une bonne affaire. Mais personnellement, je suis pas sûr. Pas sûr de ça. Qu'est-ce que tu veux dire, Pierre? On veut être mieux plus vite qu'en 20 ans. Je ne suis pas sûr de saisir honnêtement ta question. Parce que écrire est une chose délicate. Ne réglez jamais vos problèmes avec des courriels. La parole est nuancée, elle est précise. L'écriture, faut être honnêtement, j'ai beaucoup de respect pour les écrivains parce qu'il faut être un artiste pour faire passer une idée. Alors, alors le temps présent est la meilleure solution. Ben, oui, ça fait 1 heure et demie que j'en parle à tous les niveaux. Le temps présent, c'est savourer l'immensité de son océan intérieur. Là, c'est pas une petite piscine, là, c'est ça peut être aussi se laisser bercer par les vagues. Puis si une grosse tempête arrive, tu rentres à l'intérieur de l'eau, au moins une centaine de pieds, hein, puis tu vas être tranquille. Mais ça prend des bonnes bonbonnes d'oxygène, en moins d'être un poisson étrange. On ne veut pas être heureux juste en 20 ans. Je comprends pas la question. Excusez-moi, je suis pas dans l'état de lire. Euh, on ne veut pas être heureux dans 20 ans. Ben, c'est-à-dire que si quelqu'un veut être heureux maintenant, normalement, il ne devrait pas avoir de problème si ce n'est que son imagination. Et ce serait une imagination qui serait la suivante. J'ai un nom, j'ai une personnalité, je m'appelle telle personne, mais mes chers amis, parmi entre vous, qui a choisi votre nom? Vous ne l'avez même pas choisi. Vous êtes habité par qui? Des entités, l'entité familiale, la société. Foutez ça à la porte. Faites l'exorcisme de la niaiserie du monde. Il n'y a rien d'autre. Et faites un rituel. Prenez un crucifix s'il le faut, là, puis collez-vous-le dans le front. Puis si ça brûle, ça commence à être bon signe. Comprenez-vous? Faut vraiment là, devenir un enragé du plaisir. Je dirais que pour le devenir, il y a une sorte de colère intérieure de dire, là, à un moment donné, comme on dit en bon québécois, sacrément, ça va faire. C'est assez. Là, tu sais. Moi, je ne suis pas venu au monde pour regarder des émissions à la télé qui sont plates. Puis je suis pas venu au monde pour souffrir, puis je suis pas venu au monde pour vivre dans la chicane. Ça m'intéresse pas. S'il y a des gens qui aiment ça, moi leur laisser. Je suis pas venu au monde pour avoir un paquet d'interdits. Je suis venu au monde libre. Et si je me donne pas cette liberté-là, il y a personne qui va me la donner. C'est aussi simple que ça. Daniel, Normand répond au fur et à mesure à nos questions. C'est formidable. Bien, évidemment, euh, c'est pas étonnant. C'est pas la première fois qu'on me dit. C'est le par-l'être. Le par-l'être, c'est pas du paraître. Là, le par-l'être, c'est une connexion. C'est presque en fait du channeling. Le par-l'être, c'est quand tu parles des choses essentielles, les gens, dans leur être, comprennent. Euh, mon talent, c'est de faire passer ça. Votre talent à vous, c'est d'essayer de vous en souvenir comme vibration. Alors, remplacez votre mémoire résiduelle par un présent
où vous vous souvenez de l'essentiel de ce qui est en vous. C'est là par l'être. Je me rappelle d'une émission que j'ai faite avec Marguerite Blais à Trois-Rivières, il y a environ de ça une vingtaine d'années. Je pense que c'était en 1993. Et Marguerite Blais n'avait pas compris quand j'ai répondu à la question, mais il y avait des gens du troisième âge qui étaient dans le studio, puis je ne dis pas qu'ils se sont levés debout, là, mais ils m'ont félicité. Puis Marguerite Blais ne comprenait pas ce qui s'était passé. C'est que quand tu parles de l'essentiel, tu as beau faire assemblant de ne pas comprendre, tu comprends. Et c'est ce qu'on disait dans la Bible. On disait dans la Bible, lorsque le Christ parlait, tout le monde le comprenait. Bon, ben alors là, je ne veux pas dire que je suis un petit Christ. Je veux simplement dire que lorsque je parle, puis qu'on parle des choses qui sont essentielles, que ce soit moi, que ce soit un philosophe, que ce soit un individu qui dit des choses, là, que ça se tient, qui ont été expérimentées, les gens vont comprendre. Donc, ça fait partie peut-être de mon talent d'être un bon conférencier. D'accord? Puis dire des choses là, qui sont peut-être plus euh, intéressantes que juste de la motivation. T'sais, on se comprend qu'il y a d'excellents conférenciers dans la motivation, mais je ne fais pas de vente. Moi, je suis être. Donc, la vente, là, ça fait partie de la société, mais je ne suis pas un conférencier dans la motivation. Moi, je suis un conférencier de l'être. Bon, alors ça fait 20 ans que tu me suis. J'espère que tu t'es pas oublié en cours de route, Pierre. Faut pas oublier le monologue d'Yvon Deschamps qui disait avant, ça s'appelle Roger Lalumière. Il faut que je vous le dise. Roger Lalumière, c'est extraordinaire. Avant, j'étais un suiveux. Maintenant que je suis, non seulement je ne suis plus les autres, mais je suis même devenu un exemple à suivre. Ça, c'est Yvon Deschamps, que j'avais rencontré en 1991 avec Mitsou, avec une émission avec Michel Deshôtels. Puis je me souviens plus du titre. Donc c'est 1990, Mitsou, moi, Michel Deshôtels, et finalement j'étais avec Yvon Deschamps, qui est interviewé à part. On parlait des ovnis, et c'est comme ça qu'Yvon Deschamps, en arrière, je m'intéresse beaucoup à la philosophie, parce que je voulais pas dire des mots épeurants comme la magie ou des trucs comme ça. Fait que là, il m'a parlé du monologue de Roger Lalumière et j'avais suggéré ceci à Yvon Deschamps en 1990. J'ai dit, Monsieur Deschamps, ce serait tellement extraordinaire que vous puissiez reprendre vos monologues. Et un an après, c'était fait. Puis j'étais heureux parce que je suis celui qui l'a influencé à, à reprendre tous ces monologues devant la télévision. Puis il y a probablement des gens qui l'ont aidé aussi, là, mais je me souviens très bien de ça. Le dictionnaire Pinard, c'est le dictionnaire Pinard. Non, c'est un dictionnaire philosophique. Il y a beaucoup de mots que j'emploie que vous allez retrouver dans les dictionnaires philosophiques. Il y a des mots complexes, mais moi, je les utilise pas. Parce que j'ai vu des philosophes qui utilisaient des mots tellement complexes pour dire ce que je suis en train de dire que ça n'a pas de maudit bon sens. On a l'impression de de lire une prescription médicale. Tu ne comprends pas. L'anoème, l'anolonté, euh, tu t'imagines un titre de volume en philosophie, la quadruple racine de la raison suffisante de Arthur Schopenhauer. Christobal, sa mère lui avait dit, coudon, ton titre de livre, là, c'est-tu pour la pharmacie? La quadruple racine de la raison suffisante d'Arthur Schopenhauer. C'est parce que je trouve que c'est un petit peu comme les juges puis les avocats. À un moment donné, si tu n'as pas un langage que le monde peut comprendre, qu'est-ce que tu fais à la télé? Il faut que tu sois capable de faire passer un langage qui est simple. Puis en général, les philosophes, je dois leur donner ça, là, on comprend rien. Alors, la métempsychose, c'est l'étude
de l'âme et de la réincarnation, puis aussi des animaux qui, à un moment donné, ont euh, une, une personnalité. Quand on appelle son chien, par exemple, Pierre a appelé son chien Mia. Mia, c'est un espèce de gros chien très sympathique qui saute sur toi puis qui te lèche la face avec une langue qui est grosse de même. Fait que quand tu m'as passé de la langue une fois d'en face, je suis lavé pour le reste de la semaine, mais puis je sens une étrange odeur. C'est une belle chienne. C'est une chienne qui est extraordinaire. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher d'apprécier. Alors, la métempsychose, c'est quand tu t'appelles ton chien Mia, tu lui donnes une individualité et tu donnes à son âme collective une personnalité. Et dans la théorie de la métempsychose, il peut se réincarner en homme plus tard. Parce que n'oublions pas que l'homme, premièrement, oui, il vient de d'autres planètes, que ce soit des météorites, que ce soit des comètes. Même la Terre, elle vient de d'autres planètes. De d'autres planètes, on se comprend, parce que la Terre et toute la matière qui est dans notre univers provient en fait des étoiles qui ont brillé il y a des milliards d'années. Donc, on est des extraterrestres, ça c'est sûr. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, c'est la raison pour laquelle on est interrelié avec cet univers-là. Alors, écoutez, ça a été un grand plaisir. Daniel, Guylaine, Joanne, Madeleine, Pierre-André et M. Briet. Ça a été un immense plaisir de paraître des choses essentielles avec vous et de faire passer une communication comme peut-être je l'aurais fait passer dans une conférence, sauf que j'essayais de, peut-être pas que j'essayais, mais dans ma vibration d'aujourd'hui, je me suis comme moins emporté. J'ai peut-être moins, parce que je voulais un langage très précis pour faire, je voulais un langage extrêmement compréhensible pour faire comprendre la notion du moment présent, puis qu'elle soit facilement applicable. Si je m'en vais en transe puis que j'utilise des mots transcendantales, c'est autre chose. Mais ce que je veux que vous compreniez par-dessus tout, si vous voulez savoir vraiment, lorsque vous regardez le monde et que vous avez cette étrange impression que vous n'appartenez pas à ce monde-là, aux religions, aux croyances, c'est probablement que vous êtes sur la bonne voie. Probablement.